Quand vous commencez à gagner plus d'argent, vous avez l'impression que tout devient plus simple. Mais c'est souvent là que beaucoup de personnes tombent dans un piège qu'elles ne voient même pas venir. Imaginez deux qui disposent chacune de 200 000 $. La première décide de garder sa flexibilité. Elle peut réduire ses dépenses, déménager dans une ville moins chère, tenter une nouvelle opportunité, lancer un projet, voire faire une pause quelques mois, sans que toute sa vie financière s'écroule. La seconde, elle, achète immédiatement une grosse maison. Et au début, tout semble normal. Après tout, devenir propriétaire paraît être une décision intelligente. Beaucoup de gens vous diront même que c'est la chose à faire. Mais progressivement, quelque chose change. Au lieu de prendre des décisions basées sur ce qui améliorerait réellement son avenir, cette personne commence à prendre des décisions uniquement pour maintenir sa stabilité actuelle. Elle reste plus longtemps dans un travail qu'elle n'aime plus. Elle évite les risques qui pourraient pourtant augmenter ses revenus. Elle refuse certaines opportunités parce qu'elle ne peut pas se permettre une période d'incertitude. Et c'est là le vrai coup. Pas seulement les intérêts du crédit. Pas seulement les mensualités. Le vrai coup, c'est la perte de flexibilité. Parce qu'une personne flexible peut encore bouger, s'adapter et saisir des opportunités. Et sur le long terme, ce sont souvent ces petites décisions répétées qui créent la vraie richesse. Pendant ce temps, la personne enfermée dans de grosses obligations dépend d'une seule chose, que tout continue de bien se passer. Le revenu doit rester stable. Le marché immobilier doit rester correct. Aucune grosse dépense imprévue ne doit arriver. Et tant que tout va bien, le système tient. Mais le problème, c'est qu'il suffit parfois d'un seul imprévu pour que tout devienne compliqué. C'est pour ça que le cap des 200 000 $ peut être dangereux psychologiquement. En dessous, vous êtes encore en train de construire. Au-dessus, beaucoup de gens commencent déjà à agir comme s'ils avaient réussi. Alors ils arrêtent d'optimiser pour la croissance et commencent trop tôt à optimiser pour la stabilité. Maintenant, parlons des chiffres réels. Beaucoup pensent automatiquement que l'achat d'une maison est forcément le meilleur investissement. Et en apparence, c'est logique. Vous possédez un actif. Vous remboursez quelque chose qui vous appartient. Mais quand on regarde les calculs de près, la réalité est plus nuancée. Prenons un exemple simple. Vous utilisez vos 200 000 $ comme apport pour une maison à 600 000 $. Vous prenez donc un crédit pour le reste. Chaque mois, vous payez le capital, les intérêts, les taxes, l'assurance, l'entretien, les réparations, et tout cela peut facilement représenter plusieurs milliers de dollars par mois. Le problème, c'est que pendant les premières années, une énorme partie de ces paiements ne construit même pas votre patrimoine. Et silencieusement, le rendement réel devient beaucoup moins impressionnant que ce que la plupart des gens imaginent. Maintenant, imaginez une autre approche. Au lieu d'immobiliser ces 200 000 $ dans une maison, vous les laissez investis sur le long terme dans un portefeuille simple et diversifié. Historiquement, un rendement moyen de 7 à 8% par an est quelque chose de réaliste sur de longues périodes. Et c'est là que le temps devient extrêmement puissant. À 7% par an, 200 000 $ deviennent environ 400 000 $ en 10 ans, puis presque 800 000 $ après 20 ans. Et cela, sans même ajouter d'argent supplémentaire. Maintenant, comparez. Oui, la maison peut aussi prendre de la valeur. Mais contrairement à l'investissement flexible, elle exige des paiements constants, des responsabilités permanentes et surtout beaucoup moins de liberté. Et il y a un autre détail que beaucoup oublient, la liquidité. Un portefeuille d'investissement reste accessible. Si votre situation change, vous pouvez réagir rapidement. Mais l'argent bloqué dans une maison n'est pas facilement disponible. Pour y accéder, il faut vendre, refinancer ou reprendre une dette supplémentaire. Et c'est là que l'écart commence vraiment à se créer. Pas parce qu'un chemin est parfait, mais parce qu'un chemin reste flexible beaucoup plus longtemps. Attention, cela ne veut pas dire qu'acheter une maison est toujours une mauvaise idée. Le vrai sujet, c'est le timing. Acheter devient dangereux quand vous utilisez la maison pour vous sentir riche ou en sécurité, alors que votre situation financière n'est pas encore assez solide. Si vos mensualités deviennent trop lourdes, si vous perdez votre capacité à prendre des risques intelligents, si vous ne pouvez plus bouger facilement ou changer de direction, alors vous n'avez pas acheté de la liberté. Vous avez acheté de la pression. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes ne s'en rendent compte qu'après plusieurs années. Rien ne s'effondre brutalement. Tout ralentit simplement. Vous prenez moins d'initiatives. Vous refusez plus d'opportunités. Vous commencez à protéger votre situation actuelle au lieu de continuer à construire. Et sur 10 ou 20 ans, cette différence peut devenir énorme. Maintenant, quand est-ce qu'acheter une maison devient une bonne décision? Quand elle soutient votre vie au lieu de la contrôler. Par exemple, quand vos mensualités restent confortables, quand vous gardez une grosse réserve d'argent après l'achat,
Quand vous n'avez pas besoin que le marché monte absolument pour que l'opération soit rentable, et quand vous gardez encore suffisamment de marge de manœuvre dans votre vie, l'idée importante ici, c'est que la richesse ne dépend pas seulement de ce que vous possédez. Elle dépend aussi des options que vous conservez. À 200 000 $, votre plus grand avantage n'est pas le statut, c'est l'élan. Et si vous bloquez cet élan trop tôt dans une structure rigide, vous risquez de plafonner votre potentiel. Alors avant de prendre une décision importante, posez-vous une question simple. Est-ce que ce choix augmente mes options ou est-ce qu'il les réduit? Parce qu'au final, la différence ne vient pas forcément de ceux qui travaillent le plus dur. Elle vient souvent de ceux qui restent flexibles assez longtemps pour profiter des meilleures opportunités. Et à ce niveau-là, cette décision peut changer toute votre trajectoire financière. Si cette vidéo vous a aidé à voir la différence entre ce qui semble intelligent et ce qui fonctionne réellement sur le long terme, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Aujourd'hui, vous choisiriez quoi? Acheter ou rester flexible encore quelques années? Au revoir et à la prochaine!